C'était l'anniversaire de ma fille, et j'étais arrivé chez elle de bonne heure, avec son gâteau préféré. J'ai sonné à la porte avec un sourire, m'attendant à voir son visage s'illuminer comme lorsqu'elle était enfant. Mais quand elle a ouvert, son expression était d'un agacement total, comme si elle ne voulait pas me voir. « Ah, c'est toi ?» murmura-t-elle sans même me regarder dans les yeux. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires « D'où regardez-vous cette vidéo ?» Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je me souviens encore de l'odeur du gâteau aux amandes avec une ganache au chocolat que j'ai apporté chez ma fille Hélène cet après-midi-là. C'était son 43e anniversaire et j'avais économisé 3 mois de ma retraite pour acheter cette petite œuvre d'art de la pâtisserie française qu'elle aimait tant. 120 € que je n'avais pas, mais que j'ai dépensé avec plaisir pour voir son sourire. Le taxi m'a déposé devant la villa qu'elle avait aidé à financer 5 ans plus tôt, une maison de 3 étages dans le quartier le plus prisé de Nice, avec vue sur la mer et piscine à débordement. 100 000 € de mes économies pour la porte initiale. De l'argent que j'avais économisé centime par centime pendant 45 ans comme professeur d'université à Lyon, en faisant des heures supplémentaires et des tutorats le week-end. J'ai ajusté ma robe turquoise, neuve elle aussi pour l'occasion, et j'ai sonné, équilibrant le gâteau d'une main et tenant de l'autre un petit paquet argenté contenant un collier de perles qui avait appartenu à ma mère. 3 générations de femmes fortes, ai-je pensé. Quel héritage merveilleux à transmettre. La porte s'est ouverte, mais le visage d'Hélène ne s'est pas illuminé comme je l'espérais. Ses yeux ont à peine croisé les miens avant de se replonger dans le téléphone qu'elle tenait à la main. « Ah, c'est toi !» murmura-t-elle en s'écartant pour me laisser entrer. Ni un baiser, ni une étreinte, comme si j'étais juste une autre livraison à domicile. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» dis-je, essayant de maintenir l'enthousiasme dans ma voix. « J'ai apporté ton gâteau préféré et un petit cadeau spécial. » Hélène soupira profondément, comme si ma présence était un fardeau qu'elle était forcée de tolérer. « Pose-le sur la table de la cuisine. Il faut que je termine cet appel. » J'ai marché seul jusqu'à la cuisine, en marbre italien, un autre de mes cadeaux lors de la rénovation de la maison, et j'ai placé délicatement le gâteau sur le plan de travail. À travers la fenêtre, j'ai vu les jumeaux, mes petits-fils de 11 ans, jouer dans la piscine avec le moniteur de natation. Ils n'ont même pas remarqué ma présence. Je suis resté là, debout, écoutant l'écho de la maison vide, me sentant comme une étrangère envahissant un espace où je n'étais clairement pas la bienvenue. 15 minutes plus tard, Hélène est entrée dans la cuisine. Elle était éblouissante comme toujours, cheveux parfaitement teints, maquillage impeccable, manucure parfaite. Tout cela financé par l'Institut de beauté que je lui avais aidé à monter 8 ans auparavant. 50 000 € pour qu'elle réalise son rêve d'entrepreneuse. Un prêt que j'avais contracté en utilisant mon appartement comme garantie et qui n'a jamais été remboursé. « Alors » dit-elle en ouvrant le réfrigérateur et en sortant une bouteille d'eau pétillante. « Tu es venu juste pour déposer le gâteau ou tu restes dîner aussi ?» La froideur de sa voix me trancha comme un couteau. J'ai dégluti, essayant de contrôler ma déception. Je pensais que nous pourrions être passé du temps ensemble pour ton anniversaire. Ça fait presque 2 mois qu'on ne s'est pas vus. Répondit-elle en consultant à nouveau son téléphone. En fait, j'ai des projets pour plus tard. Stéphane m'emmène dîner à la Marée Bleue. Juste nous deux. Yo bisasa. Stéphane, son 3e mari. Un homme qui vivait d'investissements jamais spécifiés et qui, curieusement, avait toujours besoin de mon aide financière pour ses projets d'urgence. Le dernier datait d'à peine 3 semaines. 3 000 € pour une prétendue affaire d'importation qui ne pouvait pas attendre. De l'argent que j'avais puisé dans mes économies pour un traitement médical. « Je comprends », répondis-je, essayant de cacher la douleur dans ma voix. « Peut-être qu'on pourra déjeuner demain, alors. » Hélène leva les yeux au ciel et me regarda enfin directement. Son visage était tendu, comme si elle retenait quelque chose qu'elle voulait dire depuis longtemps. « Maman, il faut qu'on parle. » Elle désigna les tabourets hauts autour de l'îlot de cuisine. « Assieds-toi. » J'ai obéi, sentant un nœud se former dans mon estomac. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait enfant avant de dire quelque chose de délibérément cruel pour tester mes limites. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Commença-t-elle en faisant tourner lentement le verre d'eau entre ses doigts. À l'anniversaire, à la vie, à ce qui me rendrait vraiment heureuse. J'ai hoché la tête, essayant de paraître encourageante. Bien sûr, ma chérie, dis-moi ce que tu veux. Peut-être que je peux aider d'une manière ou d'une autre. Etienne Savlacian,
Be safe in the morphing. Hélène posa le verre sur la table avec un bruit sourd et me regarda droit dans les yeux. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas de l'amour, ni même une irritation passagère, c'était du mépris pur. La seule chose que j'aimerais vraiment recevoir comme cadeau d'anniversaire, dit-elle lentement, prononçant chaque mot avec une cruauté délibérée, c'est que tu disparaisses simplement de ma vie, de préférence que tu meurs. Le monde s'est arrêté. L'air a été aspiré de la pièce. J'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est nouée. C'était comme si quelqu'un m'avait physiquement frappé à la poitrine. Quoi? Fut tout ce que je pus murmurer. Tu as entendu, continua-t-elle maintenant avec une froideur calculée. Je suis fatigué de toi, maman. Fatigué de tes appels constants, de tes visites inattendues, de ta façon de t'immiscer toujours dans ma vie, avec tes conseils démodés et ton insupportable besoin émotionnel. Most of us in go. I was also down to. Mes mains se sont mises à trembler de manière incontrôlable. 74 ans de vie, 43 ans à être sa mère. Et jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé entendre de tels mots sortir de la bouche de ma fille unique. Hélène, réussis-je à dire, entre les larmes qui commençaient à se former. Je suis ta mère. Je t'ai tout donné. J'ai tout sacrifié pour toi. Exactement, s'exclama-t-elle en se levant du tabouret. C'est pour ça que tu m'étouffes. Je ne peux pas respirer avec ta présence constante. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de vivre ma vie sans avoir à gérer tes attentes et ton drame émotionnel. J'ai regardé le gâteau d'anniversaire, les bougies encore dans la boîte, attendant d'être allumées. Tout ce que j'avais imaginé pour cette journée, des étreintes, des rires, des souvenirs partagés, s'est évanoui comme de la fumée. Mais Hélène, tentai-je une fois de plus, je veux juste être près de toi, faire partie de ta vie. Tu es tout ce que j'ai. Et c'est exactement ça, le problème, répondit-elle en croisant les bras. Le fait que je sois tout ce que tu as, arrange ta propre vie et laisse-moi tranquille. Je me suis levé du tabouret, mes jambes tremblant si fort que j'ai craint de tomber. J'ai pris mon sac à main et le petit paquet avec le collier de perles. Le gâteau resterait. Être que les jumeaux l'apprécieraient, même si leur mère ne le pouvait pas. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça, murmurai-je, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait, rit-elle sarcastiquement. Maman, tout ce que tu as fait, c'était pour ton propre bénéfice, pour te sentir nécessaire, pour avoir le contrôle sur ma vie. Mais je ne suis plus une enfant, et je n'ai plus besoin que tu m'étouffes. Et ici, j'ai marché vers la porte, chaque pas me coûtant des années de vie. Sur le seuil, je me suis retourné une dernière fois, espérant voir un regret dans ses yeux, une trace de cette petite fille douce que j'avais élevée avec tant d'amour. Mais je n'ai vu que de l'impatience. L'impatience que je parte pour qu'elle puisse continuer sa vie, libre du fardeau que je représentais apparemment. « Joyeux anniversaire, Hélène !» ai-je murmuré, et je suis sorti en fermant doucement la porte derrière moi. Ce que ma fille ne savait pas, tandis qu'elle me regardait partir cet après-midi ensoleillé, c'est qu'elle avait allumé en moi quelque chose qui sommeillait depuis des décennies. Une flamme qui n'était pas d'autodestruction, mais de renaissance. Le taxi m'a déposé devant mon petit appartement dans le centre de Lyon. Un modeste 2 pièces que j'avais acheté avec l'argent de la vente de la maison familiale après la mort de mon mari, 20 ans plus tôt. Je suis entré en titubant. J'ai laissé tomber mon sac par terre et je me suis effondré sur le canapé usé, le même canapé où j'avais bercé Hélène bébé, où je lui avais lu des histoires tous les soirs, où j'avais séché ses larmes après chaque déception. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un refrain cruel. Que tu meurs. Ma propre fille avait souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. La douleur était physique, un poids écrasant sur ma poitrine qui rendait la respiration difficile. J'ai passé la nuit blanche, me remémorant chaque moment, chaque sacrifice, chaque centime que j'avais investi en elle pendant 4 décennies. Quand Hélène avait 5 ans et a été diagnostiquée avec un asthme sévère, j'ai travaillé des heures supplémentaires à l'université pour payer les traitements spécialisés que l'assurance ne couvrait pas. C'était 1 000 € de consultation et de médicaments. De l'argent que j'ai obtenu en vendant les bijoux de mariage que mon mari m'avait offerts. À 16 ans, quand elle a voulu faire un échange scolaire aux États-Unis, j'ai hypothéqué ce même appartement pour payer les 15 000 € du programme. « Merci maman », m'avait-elle dit à ce moment-là, en me serrant fort dans ses bras à l'aéroport. « Tu es tout simplement la meilleure mère du monde. » Des mots qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie, à une autre personne. Quand elle a décidé de s'inscrire dans une prestigieuse et coûteuse école de commerce privée, j'ai payé chaque semestre sans une seule plainte. Au total, près de 60 000 €.
De l'argent que j'ai obtenu en donnant des cours supplémentaires les week-ends et les jours fériés, sacrifiant toute vie personnelle que j'aurais pu avoir. Quand elle s'est mariée avec son premier mari, une cérémonie extravagante pour 300 invités dans le meilleur hôtel de la région. C'est moi qui ai tout payé, 50 000 €. La robe de créateur, les fleurs importées, l'orchestre, le banquet gastronomique. C'est le plus beau jour de ma vie, maman, avait-elle dit, radieuse dans sa robe de princesse. Et tout ça, c'est grâce à toi. Le divorce est arrivé 2 ans plus tard, suivi d'un deuxième mariage encore plus cher, qui s'est également terminé en moins de 3 ans. Et puis Stéphane, le mari actuel, la villa de 3 étages, l'institut de beauté, la voiture de luxe que j'ai aidé à financer quand l'ancienne est tombée en panne, 15 000 €. Les écoles privées bilingues pour les jumeaux, 5 000 € par trimestre. À l'aube, j'ai commencé à faire les comptes. J'ai trouvé une vieille boîte où je gardais tous les reçus, toutes les preuves de virement, tous les contrats que j'avais signés au fil des ans, non par méfiance, mais par organisation. Une vieille professeure de mathématiques ne perd jamais ses habitudes. Assise à la table de la cuisine, avec une tasse de thé froid que je n'ai pas eu le courage de boire, j'ai commencé à lister chaque montant, chaque date, chaque motif. Le total m'a laissé stupéfaite, plus de 300 000 € au cours des 43 dernières années, près d'un tiers de million d'euros que j'avais consacré au bonheur de ma fille. Et tout ça pour entendre que son plus grand souhait était ma mort. Quelque chose d'étrange s'est produit, alors que je regardais ces chiffres, la douleur lancinante que j'avais ressentie toute la nuit a commencé à se transformer en quelque chose de différent. Pas de la rage, bien qu'il y en eût aussi, mais une clarté cristalline que je n'avais jamais connue auparavant. Une compréhension profonde que j'avais été manipulé pendant des décennies par quelqu'un qui voyait mon amour comme une commodité, pas comme un lien sacré. Si j'avais investi ces presque 300 000 € en moi-même, si j'avais voyagé, étudié davantage, acheté une meilleure maison, pris soin de ma santé, planifié une retraite confortable, où serais-je maintenant? Certainement pas dans ce petit appartement, à compter les centimes de ma maigre retraite, à reporter des traitements médicaux pour pouvoir continuer à aider une fille qui souhaitait ma mort. À 6 heures du matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué le numéro d'Hélène. Puis, j'ai bloqué celui de Stéphane. Ensuite, tous les numéros associés à sa famille. C'était un petit geste, mais symboliquement puissant. Mon premier acte d'auto-préservation en 4 décennies. J'ai pris un long bain. J'ai mis mes plus beaux vêtements. Un ensemble pantalon et blazer que j'utilisais rarement pour économiser. Et je suis sorti de chez moi avec un but précis qui n'impliquait pas ma fille pour la première fois depuis des années. Premier arrêt, la banque. La même banque où Hélène et moi avions un compte joint pour les urgences, sur lequel je déposais régulièrement de petites sommes pour tout imprévu qui pourrait survenir dans sa vie. Un compte qui avait à ce moment-là un solde de 10 000 €. « Bonjour, Madame Fournier », m'a salué le directeur, Monsieur Dubois, qui me connaissait depuis des années. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? Je souhaite fermer le compte joint numéro 495267891. » ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Vous êtes sûr ? Ce compte a un solde considérable », a-t-il averti en consultant son ordinateur. « Absolument sûr », ai-je confirmé en signant les formulaires d'une main ferme. « Je veux transférer tout cet argent sur mon compte personnel, s'il vous plaît. » Voir ces 10 000 € revenir sur mon propre compte m'a donné une étrange sensation de pouvoir. Un pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Ce n'était que le début. Arrêt suivant. Le bureau de financement immobilier. Quand Hélène et Stéphane ont acheté la villa en bord de mer, non seulement j'ai donné l'apport, mais j'ai aussi signé comme garant du financement. Cela signifiait que s'ils ne pouvaient pas payer, la responsabilité retomberait sur moi. Mais cela signifiait aussi que j'avais des droits sur cette propriété. Madame Fournier m'a accueilli la conseillère en prêt, Madame Lambert, avec un sourire. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Je veux revoir les termes du contrat de financement où je figure comme garant, ai-je expliqué. J'ai besoin de comprendre exactement quels sont mes droits et obligations. » Pendant qu'elle cherchait les documents, je me suis souvenu du jour où j'ai signé ces papiers. Hélène avait pleuré d'émotion. « Merci, maman. Tu es notre ange gardien. Je t'aime tellement, » avait-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Stéphane avait également remercié profusément, assurant qu'il ne manquerait jamais un paiement. « Voici toute la documentation, » dit Madame Lambert en posant un dossier épais devant moi. « En tant que garant, vous êtes responsable des paiements si les titulaires principaux ne peuvent pas les effectuer.
Mais vous avez aussi le droit de réclamer la propriété si vous estimez que les débiteurs ne seront pas en mesure de remplir leurs obligations. Non posit. Exactement, ai-je répondu en examinant attentivement chaque page. Quelles seraient les prochaines étapes si je décidais d'exercer mes droits en tant que garant? Vous devriez prouver qu'il y a un risque de défaut de paiement ou qu'il y a déjà eu des retards importants, a-t-elle expliqué. Ce que Madame Lambert ne savait pas, et ce qu'Hélène m'avait inconsciemment révélé la semaine précédente, c'est que Stéphane avait récemment perdu une somme substantielle dans un investissement raté et qu'ils avaient retardé le dernier paiement de l'hypothèque. Une information qu'elle avait partagée nonchalamment, attendant probablement que j'offre de l'aide comme je le faisais toujours. « Parfait », murmurai-je en récupérant des copies de tous les documents importants. Et si je voulais lancer ce processus? Madame Lambert me regarda avec curiosité, mais resta professionnelle. « Je peux vous programmer une réunion avec notre service juridique, si vous le souhaitez. S'il vous plaît, faites-le. » En sortant du bureau, j'ai ressenti une légèreté étrange, comme si je flottais au-dessus des trottoirs chauds de la ville. Pendant 43 ans, j'avais vécu pour Hélène. J'avais sacrifié mes propres rêves, mon argent, mon temps, ma santé, tout pour lui donner la vie qu'elle avait toujours voulu. Et le résultat, elle souhaitait ma mort comme cadeau d'anniversaire. Mon prochain arrêt fut un endroit que je n'avais pas visité depuis des années. L'agence de voyage Nouveau Horizon, spécialisée dans les nouveaux départs pour le 3e âge. J'avais gardé une de leurs brochures pendant des années, rêvant secrètement de possibilités qui semblaient toujours hors de ma portée. « Bonjour », m'a salué une jeune conseillère nommée Lucie. « Comment puis-je vous aider ?»« J'ai vu votre programme sur les retraités à l'étranger », ai-je répondu en m'asseyant confortablement dans le fauteuil en face de son bureau. « J'aimerais des informations complètes sur la façon dont une femme de 74 ans peut commencer une nouvelle vie en Espagne. » En fait, les jours suivants furent une montagne russe d'émotions et de préparatifs secrets. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange de douleur, de détermination et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. C'était comme si je m'étais réveillé d'une longue transe où je ne vivais que pour satisfaire les caprices de ma fille. Et maintenant, enfin, je vivais pour moi-même. Mardi, mon téléphone a sonné avec insistance. C'était Hélène. J'ai ignoré l'appel. Elle a rappelé 5 fois, laissant des messages de plus en plus irrités. « Maman, j'ai besoin de te parler. »« Maman, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? »« Maman, les jumeaux ont une présentation à l'école jeudi et on a besoin que tu les gardes après. »« Maman, je commence à m'inquiéter. » L'ironie ne m'a pas échappé. La même femme qui avait souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire s'inquiétait maintenant parce que je ne répondais pas à ses appels, non pas parce que je lui manquais ou qu'elle se souciait de mon bien-être, mais parce qu'elle avait besoin de moi pour quelque chose. Mercredi, j'ai reçu la visite de ma voisine et amie de toujours, Monique, une femme de 70 ans qui avait été le témoin silencieux de tous mes sacrifices pour Hélène au fil des décennies. « Françoise, dit-elle, assise dans mon salon avec une tasse de café, tu as l'air différente. Il s'est passé quelque chose ?» Je lui ai tout raconté, chaque mot douloureux de l'anniversaire d'Hélène, chaque détail des plans que j'étais en train de faire. Monique a écouté en silence, ses yeux s'emplissant progressivement de larmes. « Mon Dieu, Françoise !» murmura-t-elle quand j'ai eu fini. « Je n'arrive pas à croire qu'Hélène t'ait dit quelque chose d'aussi cruel, après tout ce que tu as fait pour elle. Le plus douloureux, c'est qu'elle l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ai-je expliqué. Comme si j'étais juste un obstacle dans sa vie qui devait être éliminé. Et, tu pars vraiment en Espagne? Oui, ai-je répondu fermement. J'ai déjà acheté le billet. Je pars la semaine prochaine. Monique a pris mes mains avec douceur. Tu sais que tu as tout mon soutien, n'est-ce pas? Ce qu'Hélène a fait est impardonnable. Il y a autre chose, dis-je en baissant la voix. Je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose de très spécial. Je lui ai expliqué mon plan complet. Je voulais qu'Hélène croie que j'étais morte, du moins pour un temps. Monique serait ma complice, la personne qui trouverait mon appartement vide et la lettre d'adieu que je laisserais. C'est brillant, murmura Monique, avec un sourire complice. Cette petite ingrate va enfin comprendre ce que signifie te perdre. Tu m'aideras? Bien sûr que oui. En fait, je pense que c'est exactement ce dont Hélène a besoin pour réagir. Cette nuit-là, j'ai travaillé sur la lettre la plus importante de ma vie, la lettre qui allait tout changer pour toujours. J'ai écrit et réécrit chaque mot, m'assurant qu'il transmettait exactement ce que je voulais dire. Ma chère Hélène, commençai-je, tu m'as demandé comme cadeau d'anniversaire de disparaître de ta vie et j'ai décidé d'exaucer ton vœu. Quand tu liras cette lettre,
je serais déjà loin d'ici, commençant la vie que j'aurais dû vivre il y a des décennies, au lieu de tout sacrifier pour toi. J'ai continué à écrire pendant des heures, documentant chaque centime que j'avais dépensé pour elle, chaque sacrifice que j'avais fait, chaque opportunité que j'avais manquée pour être toujours disponible pour ses besoins. Mais ce n'était pas une lettre amère, elle était éducative. Je voulais qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. Avec cette lettre, tu trouveras tous les documents légaux que j'ai signés cette semaine, continuai-je. Le changement de mon testament, l'annulation de ta mutuelle complémentaire que je payais, la notification qu'en tant que garant de ton hypothèque, j'ai décidé d'exercer mes droits en raison de votre récente instabilité financière et la clôture de tous les avantages que tu recevais de moi. C'était une lettre de 18 pages qui détaillait méticuleusement tout ce qui allait changer dans sa vie maintenant que j'avais disparu, exactement comme elle le voulait. Ta vie sera beaucoup plus facile sans moi, concluai-je, mais elle sera aussi beaucoup plus chère. J'espère que ça en vaudra la peine. Jeudi, alors que je rangeais mes affaires les plus importantes dans 2 valises, j'ai reçu un autre appel d'Hélène. Encore une fois, je n'ai pas répondu. Elle a rappelé 4 fois, laissant des messages de plus en plus désespérés. Dans le dernier, sa voix semblait véritablement angoissée. « Maman, s'il te plaît, appelle-moi, il s'est passé quelque chose. J'ai besoin de ton aide. La banque nous a appelés pour une réunion d'urgence demain au sujet de l'hypothèque. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu entendras ce message. » Alors c'était ça. La banque l'avait déjà contacté au sujet de ma demande de révision du contrat. La réalité commençait à s'imposer. Vendredi, Stéphane est apparu à ma porte. Il semblait épuisé et désespéré, avec de profondes cernes et la barbe mal rasée. Une image très différente de l'homme toujours élégant et confiant que je connaissais. « Françoise, dit-il d'une voix suppliante, Hélène m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Je sais que ce qu'elle a dit était terrible, voire impardonnable, mais s'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. »« Faire quoi ?» demanda-je en feignant l'innocence. « La banque nous a dit que tu lançais une procédure pour récupérer la maison à cause de retard dans l'hypothèque. S'il te plaît, Françoise, ce n'était qu'un mois. J'ai eu quelques problèmes avec des investissements, mais je vais tout régler, je te le promets. » C'était fascinant. Quand Hélène voulait se débarrasser de moi, j'étais un fardeau. Mais quand ils ont réalisé que je contrôlais les rênes financières qui maintenaient leur style de vie luxueux, soudainement, j'étais de nouveau importante. « Stéphane, dis-je calmement, ta femme a été très claire avec moi. Ma présence dans sa vie est un fardeau qu'elle ne veut plus supporter. Je ne fais que respecter ses souhaits. Mais Françoise, tu sais comment est Hélène quand elle est en colère. Elle ne le pensait pas. He said, free was ovaries. Free was overinay. Elle ne le pensait pas? Elle semblait pourtant assez convaincante quand elle a souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. Stéphane baissa la tête. Il savait qu'il n'avait aucun argument pour défendre l'indéfendable. « S'il te plaît, insista-t-il, donne-moi une chance d'arranger ça. Je vais parler à Hélène. Je lui ferai comprendre à quel point elle a tort. »« C'est trop tard, » répondis-je en fermant lentement la porte. « Fais un bisou à mes petits-fils pour moi. » Well, samedi fut mon dernier jour dans cette ville où j'avais passé toute ma vie. J'ai marché dans les endroits qui avaient été importants pour moi. L'université où j'avais enseigné pendant 38 ans, le parc où j'emmenais Hélène enfant, l'église où j'avais épousé son père. C'était mon adieu silencieux à une vie que j'avais entièrement vécue pour les autres. Dimanche commencerait une vie que je vivrais enfin pour moi-même. Le dimanche matin, Monique a sonné à ma porte comme nous l'avions convenu. Elle a apporté du café frais et un sourire complice qui m'a rempli d'énergie. « Prête pour ta grande évasion ?» demanda-t-elle en me faisant un clin d'œil. « Plus que prête », ai-je répondu en portant mes 2 valises à la porte. « Tu as le double de mes clés. »« Les voici », dit-elle en montrant le trousseau que je lui avais donné la veille. « Et j'ai aussi la lettre pour Hélène et tous les documents que tu vas laisser. » Nous avions tout planifié méticuleusement. Monique attendrait jusqu'à mardi pour aller chez Hélène et lui remettre les documents, feignant d'avoir trouvé mon appartement vide et de s'être inquiétée de ma disparition. « Souviens-toi », lui ai-je indiqué pendant que nous attendions le taxi. « Tu dois avoir l'air vraiment inquiète. Dis-lui que je n'ai pas répondu au téléphone pendant 2 jours, que tu as sonné à ma porte sans réponse et que lorsque tu as utilisé les clés d'urgence, tu as trouvé l'appartement vide et la lettre. Seconded. Ne t'inquiète pas, Françoise. J'ai été professeur de théâtre amateur pendant 20 ans. Ce sera la performance de ma vie, assura Monique avec un sourire malicieux. Le taxi est arrivé ponctuellement à 6 heures du matin. Pendant que le chauffeur chargeait mes valises, j'ai jeté un dernier regard à mon appartement. J'y avais vécu pendant 15 ans,
Mais étrangement, je ne ressentais aucune nostalgie. C'était comme si je me libérais enfin d'une prison que j'avais moi-même construite. « À l'aéroport » demanda le chauffeur de taxi. « À l'aéroport » confirmai-je, et j'ai senti comme si ces deux mots marquaient le début de ma nouvelle existence. Le voyage en avion vers Barcelone fut long mais paisible. Pour la première fois depuis des décennies, personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait m'appeler pour demander des faveurs, de l'argent ou du temps. C'était une sensation enivrante de liberté que je n'avais pas connue depuis avant de devenir mère. Pendant le vol de près de 2 heures, j'ai écrit dans mon journal tout ce qui s'était passé la semaine dernière, chaque détail, chaque émotion, chaque décision qui m'avait amené à ce moment, suspendu dans le ciel, entre mon passé d'abnégation et mon futur d'autodécouverte. C'est la première fois en 43 ans, écrivis-je, que je fais quelque chose entièrement pour moi, sans calculer comment cela profitera à Hélène. C'est terrifiant et libérateur à la fois. Je suis arrivé à Barcelone le lundi matin, heure locale. Un représentant de l'agence de voyage m'attendait à l'aéroport avec une pancarte à mon nom. C'était un jeune homme aimable nommé Miguel, qui parlait français avec un fort accent catalan. « Madame Fournier », m'a-t-il salué avec un sourire sincère. « Bienvenue en Espagne, j'espère que vous êtes prête pour une nouvelle aventure. »« Experience. »« Plus que prête, » répondis-je. Et pour la première fois depuis des semaines, mon sourire était complètement authentique. Miguel m'a conduite à un petit mais charmant appartement meublé dans le quartier gothique que l'agence avait loué pour 1 mois, pendant que je déciderais si je voulais rester de façon permanente. C'était un 3e étage dans un immeuble centenaire, avec des fenêtres donnant sur une place arborée et des balcons fleuris sur les bâtiments voisins. « Voici toutes les informations sur la ville », dit Miguel en me tendant un dossier épais. « Restaurants recommandés, activités culturelles, groupes sociaux pour expatriés, cours de catalan, contacts médicaux en cas de besoin. J'ai également programmé une réunion avec un conseiller financier pour mercredi pour vous aider avec la paperasse si vous décidez de rester de façon permanente. Cet après-midi-là, après un court repos, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis sorti me promener sans destination définie, sans horaire, sans engagement, sans personne attendant que je résolve ces problèmes. J'ai marché dans les rues étroites et sinueuses du quartier gothique, émerveillé par l'architecture médiévale, les petits cafés au coin des rues, les boutiques d'artisanat. Je me suis assise sur une place et j'ai commandé un café au lait et une portion de churros. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, observant les pigeons, les touristes, les habitants. Une sensation étrange a commencé à se former dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la culpabilité, c'était la paix. En rentrant à l'appartement en fin d'après-midi, j'ai calculé mentalement combien d'argent j'avais dépensé pour Hélène, rien qu'au cours des 5 dernières années. Entre l'apport de la maison, les paiements pour l'institut de beauté, la voiture, les écoles des jumeaux, les urgences constantes, cela représentait au moins 150 000 €. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour voyager à travers le monde, pour vivre confortablement, pour réaliser les rêves que j'avais reportés pendant des décennies. Au lieu de cela, je l'avais tout donné à une fille qui considérait mon amour comme un fardeau et ma présence comme une nuisance. À 20 h, heure de Barcelone, j'ai calculé qu'il serait 20 h à Nice. Monique se préparait à se rendre chez Hélène pour lui remettre la lettre qui allait tout changer. Je me suis assise sur le petit balcon de mon appartement temporaire, sirotant un verre de vin rouge espagnol, et j'ai attendu. Je savais que dans quelques heures, mon téléphone commencerait à sonner désespérément. Hélène allait enfin comprendre ce que signifiait vraiment me perdre. À minuit, mon téléphone a commencé à vibrer avec insistance. C'était Hélène. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Il a immédiatement sonné à nouveau, et encore, et encore. À la 5e tentative, j'ai répondu. « Maman !» cria-t-elle, la voix étouffée par les sanglots. « Où es-tu ? Monique est venue à la maison avec une lettre de toi. Elle a dit que tu avais disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est cette folie ? » « Bonjour, Hélène », répondis-je calmement, observant les lumières de la vieille ville pendant que je parlais. « Tu as lu la lettre ? » ?»« Oui, je l'ai lue. »« Es-tu devenue folle ? Comment as-tu pu nous faire ça ? Où es-tu ? » ?»« Je suis exactement là où j'ai besoin d'être, loin de toi, comme tu l'as souhaité. Mais je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que tu partes vraiment. J'étais juste en colère, frustré. La voilà. La tactique typique d'Hélène. Minimiser le mal qu'elle avait causé, me faire sentir coupable d'avoir réagi à sa cruauté. « Tu ne le pensais pas quand tu m'as dit que ton plus grand souhait d'anniversaire était que je meure ?» demanda-je. « Parce que tu semblais assez convaincante. » C'était juste.
J'étais juste stressé. Stéphane a perdu de l'argent dans un investissement. Les enfants posent des problèmes à l'école. L'institut ne marche pas bien. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Deskeblatovid. Tu as raison. Tu n'aurais pas dû. Mais c'est fait, et les mots ne peuvent être retirés. Mais maman, s'il te plaît, reviens. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comme c'était intéressant. Maintenant, elle avait besoin de moi. Maintenant qu'elle avait lu la lettre détaillant tous les avantages financiers qu'elle avait perdus, maintenant qu'elle savait qu'elle pourrait perdre la maison, maintenant qu'elle comprenait qu'elle devrait payer sa propre mutuelle et trouver quelqu'un pour s'occuper des jumeaux quand elle voulait sortir. « Tu as besoin de moi ou de mon argent ?» demanda-je directement. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « J'ai besoin de toi », murmura-t-elle finalement, mais sa voix ne semblait pas convaincante. « Hélène, pendant 43 ans, j'ai vécu pour toi. J'ai sacrifié mes rêves, mon argent, mon temps, mes opportunités. Et quand j'ai finalement eu besoin de sentir que tu m'aimais et que tu me valorisais, tu m'as dit que tu préférais que je sois morte. Ces mots ont brisé mon cœur d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Je suis tellement désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Well, how? Les excuses ne suffisent pas, Hélène. Le mal est fait. Et tu sais quoi? C'est peu être la meilleure chose que tu aies pu me dire, car ça m'a finalement ouvert les yeux et m'a fait comprendre que j'ai vécu toute ma vie de la mauvaise manière. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pour la première fois depuis des décennies, je vis pour moi-même, et c'est merveilleux. Où es-tu, maman? S'il te plaît, dis-le-moi, implora Hélène, la voix étranglée par les larmes. Les jumeaux demandent après leur grand-mère. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as disparu. C'était fascinant, comme, maintenant que je n'étais plus disponible, mes petits-fils me manquaient soudainement. Pendant toutes ces années, quand j'annulais mes plans pour les garder, quand je leur achetais des cadeaux chers, quand je les emmenais au parc pendant qu'Hélène faisait du shopping, c'était juste ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant que j'étais parti, mon absence se faisait sentir. « Les enfants iront bien », répondis-je en regardant les étoiles au-dessus de Barcelone. « Ils sont résilients. Ce qu'ils apprendront, c'est que les actions ont des conséquences et que les mots blessants peuvent détruire des relations pour toujours. Mais maman, s'il te plaît, tu ne peux pas simplement disparaître comme ça. Et s'il t'arrive quelque chose, si tu tombes malade, comment le saurons-nous ?» Maintenant, elle s'inquiétait pour mon bien-être. Quelle commodité. Hélène, au cours des 3 dernières années, j'ai eu 2 épisodes d'hypertension qui m'ont conduite à l'hôpital. Sais-tu combien de fois tu m'as rendu visite? Aucune. Tu avais toujours quelque chose de plus important à faire. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle faiblement. C'est vrai. La première fois, je t'ai appelé depuis les urgences. Tu as dit que tu ne pouvais pas venir parce que tu avais une fête chez une amie. La deuxième fois, c'était l'anniversaire de Stéphane et vous fêtiez ça. Le silence à l'autre bout de la ligne confirma qu'elle se souvenait parfaitement de chaque occasion. Je pensais que ce n'était pas grave, murmura-t-elle. Bien sûr, parce que ma santé n'a jamais été une priorité pour toi. Mais mes chèques, si. Il ne s'agit pas de l'argent, cria Hélène. Il s'agit de toi. Tu me manques, maman. Des avastic two mites. Est-ce que c'est moi qui te manque? Ou est-ce que c'est d'avoir quelqu'un de disponible 24 heures sur 24 pour résoudre tes problèmes qui te manquent? J'ai raccroché sans attendre de réponse. Le téléphone a recommencé à sonner, mais cette fois, je l'ai complètement mis en sourdine. J'avais besoin de paix pour profiter de ma première nuit de liberté dans un nouveau pays. Les jours suivants furent une découverte constante, non seulement de Barcelone, mais de moi-même. Il y avait des parties de ma personnalité, des intérêts et des désirs qui étaient endormis depuis des décennies pendant que je vivais en fonction d'Hélène. Maintenant, ils se réveillaient un par un comme des fleurs, après une longue sécheresse. J'ai découvert que j'adorais l'architecture gothique et que je pouvais passer des heures à admirer les détails de la cathédrale de Barcelone. J'ai réalisé que j'avais un talent naturel pour les langues et que le catalan, avec ses similitudes avec le français, n'était pas aussi difficile que je l'imaginais. J'ai redécouvert mon amour pour les mathématiques, quelque chose que j'avais enseigné pendant des années, mais que je n'avais pas pratiqué pour le plaisir depuis longtemps. Mercredi, j'ai eu ma réunion avec le conseiller financier espagnol. C'était un homme plus âgé nommé Señor Ferrer qui m'a aidé à comprendre toutes mes options pour la résidence permanente en Espagne. Avec vos économies actuelles et votre retraite française, a-t-il expliqué, vous pouvez vivre confortablement ici pendant de nombreuses années. L'Espagne a d'excellents programmes de santé pour les retraités étrangers et la qualité de vie à Barcelone est exceptionnelle. Pour la première fois depuis des années,
J'ai parlé ouvertement de mes finances sans me soucier d'économiser de l'argent pour les urgences d'Hélène. C'était libérateur de calculer mes dépenses en fonction uniquement de mes propres besoins et désirs. Vous pouvez également investir une partie de vos économies ici en Espagne, a poursuivi Seigneur Ferrer. Les rendements sont stables et sûrs. En 5 ans, vous pourriez augmenter considérablement votre patrimoine si vous investissez judicieusement. Augmenter mon patrimoine. Combien de fois avais-je eu cette opportunité? Mais j'avais toujours préféré dépenser l'argent pour les caprices de ma fille. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Demanda-je. Nous avons de nombreux clients dans des situations similaires à la vôtre, ajouta le conseiller avec un sourire compréhensif. Des personnes âgées qui sont venues en Espagne chercher un nouveau départ après des relations familiales compliquées. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Cette information m'a profondément réconforté. Je n'étais pas la seule mère à avoir été manipulée et rejetée par des enfants ingrats. Il y avait toute une communauté de personnes qui avaient choisi leur propre bonheur plutôt que les exigences toxiques de leur famille. Vendredi, j'ai rejoint un groupe de randonnée pour expatriés seniors. Nous étions 12 personnes, toutes entre 65 et 80 ans, toutes en quête d'aventure et de nouvelles expériences. Pendant la promenade sur les collines qui entourent Barcelone, j'ai entamé une conversation avec une femme nommée Luisa, une Italienne de 76 ans arrivée en Espagne 3 ans plus tôt. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» m'a-t-elle demandé alors que nous admirions la vue panoramique de la ville. Une fille qui m'a dit que son plus grand souhait d'anniversaire était que je meure, ai-je répondu sans filtre. Je n'avais plus l'énergie d'adoucir la réalité. Luisa me regarda avec de grands yeux. « Sérieusement ? » ?»« Tout à fait. Après avoir financé sa maison, pratiquement élevé ses enfants et sacrifié ma retraite pour ses besoins, elle m'a dit que ma présence dans sa vie était un fardeau insupportable. « Mon Dieu !» murmura Luisa. « Et qu'avez-vous fait ?»« J'ai disparu de sa vie, et me voilà. » Luisa a souri avec admiration. « Vous êtes très courageuse. J'ai mis 7 ans à prendre la décision de m'éloigner de ma famille toxique. Mon fils et ma belle-fille me traitaient comme un distributeur automatique ambulant. Pendant le reste de la promenade, Luisa et moi avons partagé nos histoires. Elle était venue en Espagne après avoir réalisé que ses enfants adultes ne la contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent pour leurs vacances, leur nouvelle voiture ou leurs caprices. Quand elle a décidé d'imposer des limites, ils l'ont accusée d'être une mère égoïste et l'ont menacée de ne plus la laisser voir ses petits-enfants. Les premiers mois ont été difficiles, a avoué Luisa, alors que nous descendions un sentier boisé. La culpabilité me rongeait. Je pensais que j'étais être vraiment égoïste, qu'une bonne mère doit toujours se sacrifier pour ses enfants. Et qu'est-ce qui a changé votre perspective? J'ai réalisé que mes enfants ne se sont jamais demandé si j'étais heureuse, si j'avais assez d'argent pour mes propres besoins ou si mes sacrifices constants me faisaient du mal. Ils ne se souciaient que de ce que je pouvais leur donner. Ce n'est pas de l'amour, Françoise, c'est de l'exploitation. If not waste. Ces mots ont résonné profondément dans mon cœur. Pendant des décennies, j'avais confondu la manipulation émotionnelle avec l'amour filial, les demandes constantes avec un besoin authentique. À la fin de la promenade, Luisa m'a invité à un groupe de soutien qui se réunissait toutes les 2 semaines. Des femmes plus âgées qui avaient pris la difficile décision de prioriser leurs biens, être avant les attentes familiales toxiques. J'ai accepté immédiatement. Ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone pour la première fois en 3 jours. J'avais 78 appels manqués et 32 messages. La plupart provenaient d'Hélène et de Stéphane, mais il y en avait aussi de numéros inconnus, probablement des amis qu'ils avaient recrutés pour essayer de me localiser. J'ai lu les messages chronologiquement, observant l'évolution de la panique de ma fille. Les premiers étaient encore émotionnels. « S'il te plaît, maman, reviens. On a besoin de toi. Les enfants pleurent après toi. » Mais progressivement, ils sont devenus plus désespérés et axés sur des questions financières. La banque nous a appelés pour une autre réunion. Ils disent que tu as demandé une révision du contrat en tant que garant. Ils ne peuvent pas nous prendre la maison pour un malentendu. Le 4e jour, les messages étaient devenus agressifs. C'est ridicule, maman. Tu es en train de ruiner nos vies pour un caprice. Agis en adulte et reviens. Et enfin, désespéré. J'ai appelé tous les hôpitaux, la police, tes amis. Personne ne sait où tu es. S'il t'arrive quelque chose, ce sera de ma faute. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. C'était fascinant de voir qu'à aucun moment, Hélène ne s'est excusée sincèrement d'avoir souhaité ma mort. À aucun moment, elle n'a reconnu la cruauté de ses paroles ou exprimé un réel remords. Tout tournait autour des conséquences négatives que mon absence avait pour elle.
J'ai décidé de répondre à un dernier message. Je vais parfaitement bien, et je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Ce que tu vis maintenant, ce sont les conséquences naturelles de tes actions. J'espère que cette expérience t'aidera à comprendre la valeur des personnes que tu aimes avant qu'il ne soit trop tard avec d'autres dans ta vie. La réponse est arrivée immédiatement. S'il te plaît, maman, on peut arranger ça. Je promets de ne plus jamais dire de choses horribles. Reviens, c'est tout. J'ai écrit ma réponse finale. Les promesses vides ne réparent pas les cœurs brisés, Hélène. Les mots que tu m'as dits ont révélé ce que tu penses vraiment de moi. Tu ne peux pas effacer cette vérité avec des promesses désespérées. Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué son numéro et tous les numéros associés à Stéphane. J'ai également bloqué les numéros inconnus qui m'avaient appelé. Il était temps de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. La semaine suivante, j'ai de nouveau rencontré Seigneur Ferrer pour signer les papiers qui me permettraient de résider de façon permanente en Espagne. J'ai également pris des dispositions pour transférer définitivement ma retraite française et lancer le processus de vente de mon appartement à Lyon. « Êtes-vous sûr de vouloir que ce soit permanent ?» demanda Seigneur Ferrer. « C'est une décision très importante. »« Don't mid it. Don't mid it. »« Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » ai-je répondu en signant chaque document d'une main ferme. Pour la première fois depuis des décennies, je prends des décisions basées sur mon propre bonheur et non sur les exigences des autres. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Monique, ma chère voisine et complice. Sa voix était animée. « Françoise, tu ne vas pas le croire, dit-elle. Hélène est venue à mon appartement hier, en pleurant hystériquement. Elle m'a imploré de te dire de revenir, que c'était un terrible malentendu. Et que lui as-tu dit? J'ai dit la vérité, que ce que tu lui avais dit était impardonnable et que si j'étais toi, j'aurais aussi disparu pour toujours. Tu aurais dû voir son visage quand elle a réalisé que même les voisins savaient à quel point elle avait été cruelle avec toi. A-t-elle mentionné quelque chose sur les problèmes financiers? Oh oui. Elle a dit que sans ton aide, ils ne peuvent pas payer l'hypothèque, que la banque fait pression, que Stéphane n'arrive pas à résoudre la situation financière et que les enfants ont besoin de choses pour l'école qu'ils ne peuvent pas payer. En gros, elle a réalisé tout ce que je faisais pour eux quand elle l'a perdu. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas ma personne qui lui manquait, c'était ma fonction de pourvoyeuse financière et de solutionneuse de problèmes. « Monique, lui ai-je demandé, quand quelqu'un demandera de mes nouvelles, surtout Hélène, je veux que tu dises que je suis morte pour eux. Parce que d'une certaine manière, c'est vrai. La Françoise, qui se sacrifiait constamment pour une fille ingrate, est vraiment morte le jour de son anniversaire. »« Je comprends parfaitement, » répondit Monique. « Et tu sais quoi? Je pense que c'est la meilleure mort que tu aurais pu choisir. » Happy for Martha. 3 semaines après mon arrivée en Espagne, ma nouvelle vie avait pris forme de manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis inscrite à des cours de catalan 3 fois par semaine. J'ai commencé un cours d'aquarelle les mardis et jeudis, découvrant un talent artistique que je ne savais même pas posséder. J'ai rejoint un club de lecture pour expatriés qui se réunissait le dimanche. Pour la première fois depuis des décennies, mon agenda était rempli d'activités que j'avais choisies, des activités qui me procuraient plaisir et croissance personnelle, pas des obligations imposées par les besoins des autres. Mais la transformation la plus surprenante était financière. Sans les demandes constantes d'Hélène, mes économies non seulement restaient stables, mais elles augmentaient. Les investissements que j'avais faits avec Seigneur Ferrer montraient déjà des rendements positifs, et pour la première fois, je pouvais planifier mon avenir financier en me basant uniquement sur mes propres besoins. Ce mercredi d'avril, alors que je prenais mon café du matin sur le balcon ensoleillé de mon appartement, j'ai reçu un appel d'un numéro international que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Madame Françoise Fournier ?» demanda une voix féminine avec un accent français. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?»« Mon nom est Raquel Mendoza. Je suis assistante sociale au service de la protection de l'enfance de Nice. Je vous appelle car nous avons reçu un signalement concernant votre bien, être. Mon sang c'est glaça. Un signalement? De quel type? Votre fille, Hélène Fournier, a fait un signalement alléguant que vous pourriez souffrir de démence ou de déclin cognitif et que vous avez pris des décisions financières et de vie qui vous mettent en danger. Selon elle, vous avez disparu soudainement et vivez dans des conditions précaires à l'étranger, possiblement sous l'influence de tiers. Je n'en croyais pas mes oreilles. Hélène était allée jusqu'à impliquer les services sociaux, inventant une maladie mentale pour invalider mes décisions et forcer mon retour.
Mademoiselle Mendoza, répondis-je d'une voix ferme, je ne souffre ni de démence ni de déclin cognitif. Je vis en Espagne de mon plein gré, dans un appartement confortable, avec d'excellents soins médicaux et en parfaite santé mentale. Les allégations de ma fille sont complètement fausses. Well done. Je comprends votre position, Madame Fournier, mais nous devons vérifier votre bien-être. Serait-il possible de coordonner une évaluation médicale et psychologique via le consulat de France en Espagne? Bien sûr, répondis-je sans hésiter. Je suis prête à me soumettre à toute évaluation qui prouvera que je suis en parfaite santé mentale et que mes décisions ont été prises en toute lucidité. House of Mind. Après avoir coordonné les détails pour l'évaluation, j'ai raccroché le téléphone, ressentant un mélange de rage et d'incrédulité. Hélène avait franchi une ligne de non-retour. Non seulement elle avait souhaité ma mort, mais maintenant elle essayait de détruire ma crédibilité mentale pour reprendre le contrôle de mon argent et de ma vie. J'ai immédiatement appelé mon avocat en France, Maître Vargas, qui m'avait aidé avec toutes les démarches légales avant mon départ. « Françoise », m'a-t-il salué avec inquiétude, « je suis heureux d'entendre votre voix. J'ai eu une semaine très intéressante avec votre fille. J'imagine. Je viens de parler avec les services sociaux. Hélène m'accuse d'avoir la démence. » « Ce n'est pas tout, soupira Maître Vargas. Elle a également engagé un autre avocat pour tenter de contester tous les changements légaux que vous avez faits avant de partir. Elle prétend que vous n'étiez pas saine d'esprit lorsque vous les avez signés. Peut-elle faire ça? Elle peut essayer, mais elle n'a pas de base légale solide. J'ai des enregistrements de toutes nos conversations où vous démontrez clairement une lucidité totale. De plus, le fait que vous ayez méticuleusement planifié votre départ et que vous viviez de manière indépendante en Espagne contredit toute allégation de déclin cognitif. Have Wendy said. Que fait-elle d'autre? Elle a tenté d'accéder à vos comptes bancaires, prétextant une inquiétude pour votre bien-être. Elle voulait aussi interrompre le processus de réclamation de la maison, mais comme tout est légalement étayé et qu'elle a elle-même signé des documents reconnaissant des problèmes financiers récents, elle n'a pas d'argument valable. C'était incroyable jusqu'où Hélène était prête à aller pour récupérer les avantages financiers qu'elle avait perdus. Maître Vargas, je veux que vous prépariez une plainte pour diffamation contre ma fille. Ces fausses allégations sur mon état mental peuvent nuire à ma réputation et à mes droits légaux. Ce sera un plaisir, répondit-il avec satisfaction. Après avoir vu comment elle vous a traité, je pense qu'il est temps qu'elle fasse face aux conséquences légales de ses actions. Enfin, 2 jours plus tard, je me suis présenté au consulat de France à Barcelone pour les évaluations médicales et psychologiques. Le médecin désigné, le docteur Torres, était un homme expérimenté qui a immédiatement compris la situation. « Madame Fournier, m'a-t-il dit après une évaluation exhaustive de 3 heures, non seulement vous êtes en parfaite santé mentale, mais les décisions que vous avez prises démontrent une lucidité et un courage admirables. Votre fille essaie clairement de manipuler le système légal pour récupérer des avantages financiers. Cela sera documenté officiellement? Absolument. J'enverrai un rapport détaillé aux services sociaux expliquant que les allégations sont infondées et que vous menez une vie indépendante et saine en Espagne. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale. Madame Fournier, nous avons reçu le rapport médical du consulat. Il est évident que les allégations de votre fille n'ont aucun fondement. Nous allons clore le dossier et informer Hélène que ces plaintes ont été considérées comme infondées. Merci, ai-je répondu. Est-ce que cela sera consigné d'une manière ou d'une autre? Oui. Il sera documenté qu'elle a fait un faux signalement sur le bien-être d'un membre de sa famille, ce qui peut avoir des implications légales si cela se répète. Parfait. Non seulement Hélène avait échoué dans sa tentative d'invalider mes décisions, mais elle avait maintenant un dossier officiel de fausses déclarations. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté. Écrire un récit détaillé de mon expérience, non pas pour Hélène, mais pour d'autres femmes qui pourraient vivre des situations similaires de manipulation et d'abus émotionnels par des enfants adultes. J'ai écrit pendant 4 heures, documentant chaque sacrifice que j'avais fait, chaque manipulation que j'avais subie et chaque pas que j'avais fait pour revendiquer ma dignité et ma vie. J'ai intitulé le texte « Quand l'amour maternel devient autodestruction », mon histoire de libération à 74 ans. J'ai envoyé le texte à un blog que j'avais découvert, spécialisé dans les histoires de femmes âgées qui avaient trouvé le courage de changer radicalement leur vie. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une réponse enthousiaste de l'éditrice. « Françoise, écrivait-elle, votre histoire est puissante et inspirante.
Nous recevons des centaines de commentaires de femmes qui s'identifient complètement à votre expérience. Seriez-vous prête à participer à une interview vidéo pour notre chaîne YouTube? J'ai accepté immédiatement. Il était temps d'utiliser mon expérience pour aider d'autres femmes piégées dans des dynamiques familiales toxiques. L'interview a été publiée 2 semaines plus tard et est rapidement devenue virale. Des milliers de femmes ont partagé des histoires similaires d'enfants adultes qui les manipulaient émotionnellement et les exploitaient financièrement. Les commentaires étaient un catalogue de douleurs et de reconnaissance. « Mon fils de 37 ans vit chez moi, ne paye pas de loyer et m'insulte quand je lui demande de chercher un emploi », a écrit une femme. « Ma fille ne m'appelle que lorsqu'elle a besoin d'argent pour les vacances, mais n'a jamais le temps de me rendre visite quand je suis malade », a partagé une autre. « Je pensais être la seule mère à me sentir utilisée par ses propres enfants », a avoué une troisième. Mais le plus choquant est venu 1 semaine après la publication de l'interview. J'ai reçu un email d'une adresse que j'ai immédiatement reconnue. C'était de Stéphane, mon gendre. « Françoise, écrivait-il, j'ai vu votre interview sur YouTube. J'ai besoin que vous sachiez que je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'Hélène a dit était impardonnable, et la façon dont elle vous a traité pendant des années est inacceptable. J'ai été témoin de la façon dont elle vous manipulait et vous utilisait, mais je n'ai jamais eu le courage de la confronter parce que nous étions tellement dépendants de votre aide financière. » Il a continué. « Je veux que vous sachiez que les jumeaux vous manquent beaucoup et ne comprennent pas pourquoi vous ne venez plus les voir. Hélène leur a dit que vous êtes malade et que vous ne pouvez pas leur rendre visite, mais je pense qu'ils méritent de savoir la vérité quand ils seront plus grands. » L'email se terminait ainsi. « Je sais qu'il est probablement trop tard pour des excuses, mais je voulais que vous sachiez qu'au moins une personne dans cette famille reconnaît à quel point vous vous êtes sacrifié pour nous. J'espère que vous êtes heureuse dans votre nouvelle vie. » J'ai lu l'email 3 fois avant de décider comment répondre. Finalement, j'ai écrit « Stéphane, j'apprécie votre honnêteté, mais les excuses tardives ne changent pas le mal qui a été fait. J'espère que cette expérience vous aidera à être un meilleur mari et père, et que vous apprendrez à vos fils à valoriser les personnes qui les aiment avant qu'il ne soit trop tard. » C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait publiquement l'abus que j'avais subi. Cela n'a pas changé ma décision de garder mes distances, mais cela m'a donné un sentiment de validation dont j'avais besoin depuis des années. Ma nouvelle vie en Espagne s'épanouissait de manière inimaginable. J'avais des amis sincères qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. J'ai redécouvert des passe-temps et des passions. J'avais la paix de l'esprit et la stabilité financière. Et le plus important, j'avais ma dignité. 6 mois après mon arrivée en Espagne, ma vie avait pris une forme que je n'aurais jamais cru possible. C'était un matin de printemps ensoleillé lorsque j'ai reçu un appel qui allait tout changer une fois de plus. C'était Monique, ma chère voisine et complice en France. « Françoise, dit-elle d'une voix animée, il faut que tu entendes ça. Hélène a perdu la maison. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. Malgré tout, une partie de moi s'inquiétait encore pour le bien-être de mes petits-fils. « Que s'est-il passé exactement ?» demandai-je. « La banque a saisi l'hypothèque la semaine dernière. Stéphane n'a pas pu récupérer l'argent qu'il avait perdu. Ils ont eu 3 autres mois de retard. Et comme tu étais le garant et que tu as exercé tes droits légaux, la banque a procédé à la saisie. Hélène est venue me voir hier, pleurant désespérément. Et les enfants vont bien? Ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Stéphane a finalement trouvé un emploi stable dans une agence de tourisme, gagnant beaucoup moins qu'avant, mais au moins c'est quelque chose de sûr. Hélène a également dû retourner travailler à l'Institut, non pas comme propriétaire, mais comme employée. C'était un étrange mélange de sentiments que j'ai éprouvé. Je ne ressentais pas de joie face à leur souffrance, mais une profonde satisfaction de justice. Pour la première fois de leur vie, Hélène et Stéphane vivaient avec les conséquences réelles de leurs décisions, sans avoir personne pour les secourir. « Il y a autre chose », continua Monique. « Hélène m'a demandé si je savais comment te contacter. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser sincèrement, qu'elle comprenait enfin tout ce qu'elle avait perdu quand elle t'a perdu. Et que lui as-tu dit ? J'ai dit que certaines blessures sont trop profondes pour guérir, et que certains maux ne peuvent jamais être retirés. J'ai aussi dit que tu t'épanouissais dans ta nouvelle vie, et qu'il valait probablement mieux pour vous deux qu'elle n'essaie pas de te contacter. Do it. » Monique avait raison. Au cours de ces 6 mois, j'avais construit une paix intérieure que je ne voulais pas risquer pour des promesses vides d'une fille qui avait maintes fois prouvé qu'elle ne me valorisait que lorsqu'elle avait besoin de moi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu de Maître Vargas. « Françoise, j'ai des nouvelles intéressantes, dit-il.
La maison d'Hélène a été vendue par la banque, et comme vous étiez le garant, vous avez le droit de récupérer votre investissement initial de 100 000 euros, plus les intérêts accumulés. C'est combien au total? 120 000 euros. La banque a déjà approuvé le virement. L'argent sera sur votre compte espagnol la semaine prochaine. C'était incroyable. Non seulement j'avais récupéré mon investissement initial, mais j'avais gagné 20 000 euros supplémentaires. De l'argent qui aurait été perdu pour toujours si j'avais continué à être la mère éternellement sacrifiée. Il y a aussi autre chose, a poursuivi Maître Vargas. Votre appartement à Lyon a finalement été vendu. Après commission et frais, la valeur nette est de 250 000 euros. Au total, je recevais près de 370 000 euros d'actifs que j'avais cru perdus. Avec mes économies existantes et les investissements que j'avais faits en Espagne, mon patrimoine net dépassait maintenant les 500 000 euros. À 74 ans, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Ce soir-là, j'ai célébré dans mon restaurant préféré sur la Plaza Real. J'ai commandé le meilleur cava espagnol et j'ai trinqué à la femme courageuse qui avait eu le cran de tout recommencer quand tout semblait perdu. Pendant que je dînais, j'ai réfléchi à tout ce parcours. J'avais commencé ce voyage comme une mère brisée et humiliée, dévastée par les paroles cruelles d'une fille ingrate. Mais maintenant j'étais une femme indépendante, financièrement stable, entourée d'amis sincères et vivant la vie dont j'avais toujours rêvé. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'envisageais depuis des semaines. Écrire un livre complet sur mon expérience, non seulement mon histoire, mais un guide pratique pour les femmes âgées piégées dans des relations familiales toxiques. J'ai contacté une maison d'édition espagnole spécialisée dans les livres de développement personnel. L'éditrice, une femme nommée Montserrat, s'est immédiatement intéressée. « Françoise », m'a-t-elle dit lors de notre réunion, « votre histoire touche un sujet qui affecte des millions de femmes, mais qui est rarement discuté ouvertement. L'abus émotionnel par les enfants adultes est un problème épidémique qui doit être exposé. J'ai passé les 3 mois suivants à écrire « Quand l'amour fait mal », se libérer de l'abus émotionnel familial après 70 ans. Le livre documentait non seulement mon expérience personnelle, mais aussi des stratégies pratiques pour reconnaître la manipulation, établir des limites saines et trouver le courage de prioriser son propre bien, être. Le livre a été publié 8 mois plus tard et est devenu un best-seller dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine. Les lettres que j'ai reçues de lectrices étaient extraordinaires. Des femmes du monde entier m'ont écrit pour me raconter comment mon histoire leur avait donné le courage de faire des changements radicaux dans leur propre vie. J'ai lu votre livre et j'ai enfin compris que je ne suis pas une mauvaise mère en refusant de continuer à financer l'irresponsabilité de mon fils de 42 ans, a écrit Martha du Chili. Votre histoire m'a aidé à comprendre que le véritable amour n'exige pas l'autodestruction, a partagé Teresa du Portugal. Après avoir lu votre livre, j'ai vendu ma grande maison et j'ai déménagé dans un petit appartement que je peux payer sans dépendre de l'aide de mes enfants. Pour la première fois depuis des années, je dors en paix, a raconté Sofia d'Argentine. Mais la lettre qui m'a le plus ému est arrivée 1 an après la publication du livre. Elle venait d'une jeune mère nommée Paula. « Madame Fournier », écrivait-elle, « j'ai 32 ans et une mère de 67 ans qui a sacrifié sa vie entière pour moi et mes frères. Après avoir lu votre livre, j'ai réalisé que nous la traitons exactement comme Hélène vous a traité. Votre histoire m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je répétais un schéma toxique qui pourrait détruire ma relation avec ma mère pour toujours. Hier, j'ai appelé ma mère et je me suis excusé pour toutes les années où je l'ai prise pour acquise. Je lui ai aussi dit que je voulais l'aider à réaliser ses propres rêves au lieu d'attendre qu'elle soit toujours disponible pour les miens. Merci de m'avoir aidé à comprendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Cette lettre m'a fait pleurer de joie. Ma douleur avait servi à empêcher d'autres familles de subir la même destruction. 2 ans après mon arrivée en Espagne, j'ai reçu une lettre physique dans ma boîte aux lettres. L'écriture sur l'enveloppe était familière, mais je n'ai pas pu l'identifier immédiatement. Quand je l'ai ouverte, mon cœur s'est accéléré. C'était de mes petits-fils, maintenant âgés de 13 ans. « Chère grand-mère Françoise », écrivait-il avec une écriture d'adolescent. « Papa nous a raconté la vérité sur la raison de ton départ. Il a dit que maman t'avait dit des choses très cruelles, et c'est pour ça que tu as décidé de commencer une nouvelle vie, loin de nous. Nous voulons que tu saches que tu nous manques beaucoup et que nous comprenons pourquoi tu es partie. Nous voulons aussi que tu saches que nous sommes fiers de toi d'être si courageuse. Quand nous serons plus grands, nous aimerions te rendre visite en Espagne si tu veux bien nous recevoir.
La lettre comprenait des dessins qu'ils avaient faits de moi, vivant heureuse dans les rues de Barcelone. J'ai pleuré pendant 1 heure après avoir lu cette lettre, non pas de tristesse, mais en comprenant que ma décision de préserver ma dignité avait été la bonne, même si cela signifiait m'éloigner des personnes que j'aimais. J'ai décidé de leur répondre. « Mes chers petits-fils, écrivis-je, vos mots sont le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années. Je vous aime profondément et je vous aimerai toujours, peu importe la distance. Quand vous serez plus grands et que vous pourrez prendre vos propres décisions, les portes de mon cœur et de ma maison vous seront toujours ouvertes. D'ici là, je veux que vous sachiez que votre grand-mère vit une vie pleine et heureuse, entourée de beauté et de paix. Gardez cet amour que vous ressentez pour moi, mais apprenez aussi de cette expérience. Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire, et les relations sont basées sur le respect mutuel, pas sur le sacrifice unilatéral. Je vous aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, 3 ans après ce terrible anniversaire qui a changé ma vie pour toujours, je suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement à Barcelone, que j'ai acheté avec mon propre argent, contemplant la mer Méditerranée, tout en écrivant les dernières lignes de mon histoire. J'ai 77 ans, un patrimoine de plus de 600 000 €, un livre best-seller, traduit en 8 langues, des amis chers du monde entier, et une paix intérieure que je n'aurais jamais pensé retrouver. Hélène m'avait demandé comme cadeau d'anniversaire de disparaître de sa vie. J'ai exaucé son vœu de la manière la plus extraordinaire possible. Ce qu'elle n'avait jamais calculé, c'est qu'en me perdant, elle ne perdait pas seulement une mère qui l'aimait inconditionnellement, mais aussi la personne qui maintenait son monde financier stable depuis des décennies. La semaine dernière, j'ai reçu un email d'Hélène, le premier contact direct après 3 ans. « Maman », écrivait-elle, « j'ai lu ton livre. Je n'avais jamais imaginé à quel point je t'avais blessé, à quel point tu t'étais sacrifié pour moi, à quel point je t'avais prise pour acquise toute ma vie. Je ne demande pas que tu reviennes ou que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que tu as essayé de m'apprendre, même de la manière la plus difficile. J'espère que tu es heureuse dans ta nouvelle vie, car tu mérites tout le bonheur du monde. » Je n'ai pas répondu à l'email. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Mais j'ai gardé ces mots dans mon cœur, non pas comme une victoire, mais comme la confirmation que toute douleur peut finalement se transformer en sagesse. Ma disparition a été mon cadeau pour elle. Ma nouvelle vie a été mon cadeau pour moi. Et elle valait chaque larme, chaque sacrifice, chaque moment de douleur qui m'a amené jusqu'ici. Car parfois, la seule façon de se sauver est d'avoir le courage de se perdre complètement pour renaître en la personne que l'on a toujours été destiné à être. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car elle contient une histoire de trahison et de rebondissement comme vous n'en avez jamais vu.